Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sam Edris Samaké, africaniste, ivoirien, originaire du nord de la Côte d'Ivoire, précisément de Samango, que je ne connais pratiquement pas. Mais je suis né au centre-ouest, c'est ma chance, ma culture, le brassage. Le brassage a fait de moi ce que je suis parce que ça m'a préparé à venir aux États-Unis. Je fais cette sortie aujourd'hui, cette conférence d'aujourd'hui. Mes abonnés vont m'excuser un peu parce que cette conférence sera axée sur quelque chose auquel personne ne s'attend en fait. J'ai visionné sur TikTok l'interview d'une jeune fille qui s'appelle Aïcha Diamond, en français Aïcha Diamant. L'interview m'a interpellé. Pourquoi? Parce que actuellement, nous sommes dans un combat, nous sommes en lutte pour la libération de la Côte d'Ivoire, de notre pays. Et quand la Côte d'Ivoire sera libérée totalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer les esprits, parce que tout ne tombera pas du ciel. C'est ça l'erreur que nous faisons souvent. Après cette lutte, on va dire il faut partager le gâteau, chacun va attendre quelque chose. Donc, je vais préparer certains esprits à quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'éducation de nos enfants, de nos garçons, de nos filles, de nos petits-enfants. Je pars de ma propre expérience dans la vie. Sababou Mandoro. Sababou, je ne sais pas comment on dit ça en français. En fait, c'est ce qui provoque quelque chose d'autre. C'est la conséquence de quelque chose. En fait, moi, si je suis aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui ont concouru à ça. Ce n'est pas toujours des gâtés du cœur que j'en parle. Ce n'est pas le bonheur des États-Unis qui m'a attiré. D'abord, je ne connaissais pas l'existence des États-Unis. Les gens de mon âge, en Côte d'Ivoire, les gens de mon âge en Afrique de l'Ouest, ne connaissaient rien aux États-Unis, ni au Canada. Les gens de mon âge, la France, les Français, le système français qui nous gouvernait avait mis une barrière entre nous et les États-Unis. Rares sont ceux, et encore, je dis rares sont ceux qui écoutaient la voix de l'Amérique. Et nous l'écoutions en passant, et on ne prêtait pas beaucoup d'attention à la voix de l'Amérique, la radio américaine comme RFI. La RFI américaine, c'était la voix de l'Amérique. Je l'ai souvent écouté, j'ai vu, je crois, Foucault ou bien quelque chose. Il y avait un journaliste camerounais qui était très célèbre là-bas, je ne me rappelle plus. Donc, nous n'avions pas accès à certaines informations. Et je suis venu aux États-Unis par un coup de chance, des circonstances qui ont fait que je suis venu ici. Et je suis venu aux États-Unis par le rejet de la France. Déjà, je rejetais la France en ce moment. Parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi tout ce que nous venait de France était la vérité. Et aussi, les grands frères, pas chez nos grands frères, qui ont étudié en France, quand ils venaient, je n'aimais pas beaucoup leur attitude. Donc je me disais que si c'est ça, il faut aller en France et puis venir, c'était difficile. Parce que quand ces gars-là arrivaient, ils avaient une attitude de rejet. Ils étaient gonflés. Ils étaient toujours en cravate, veste. Pour quelqu'un qui habitait à Bobo-Ga comme moi, quand il venait, il n'habitait plus à Bobo. Il refusait de manger ce que nous mangions. Et c'est la vérité. Et je me rappelle très bien, pour ceux qui se rappellent, Lucas François, par exemple, a passé tout son temps à l'hôtel du parc.
C'était un gâchis. Au lieu d'aller prendre une villa, Louga François, ben, je le dis aujourd'hui, paix à son âme. Bon, moi, c'est des choses que j'ai vues. J'étais au cours Pigé et je voyais Louga là le plus souvent assis. Et je me disais, mais pourquoi ne pas aller loger à quelque part, prendre une maison et puis bon, dépenser moins. Donc moi, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc je n'aimais pas la France, en toute sincérité. Donc c'est ce qui a fait que je suis venu aux États-Unis. Mais maintenant, pourquoi m'être expatrié? Je me suis expatrié et c'est aujourd'hui je vais en parler un peu parce que après le cours Pigé, après le bac, je n'avais pas le goût d'aller à l'école et je ne voulais pas travailler dans un bureau. En fait, je n'ai jamais voulu travailler dans un bureau. J'ai souvent aidé certains de mes amis qui n'ont pas été à l'école ou bien qui n'ont pas fait de grandes, enfin, qui n'ont pas fait le cycle secondaire à plus forte raison. Je les encourageais. Quand ils étaient mécaniciens, je leur disais ce qu'il faut faire pour réussir dans la mécanique. Quand ils étaient électriciens, je les aidais. Quand ils partaient au champ, je leur disais ce qu'il faut faire. Bon, ils ne me croyaient pas trop parce que il y avait un lavage de cerveau. Quand tu partais à l'école, il fallait être fonctionnaire. Et quand tu étais fonctionnaire, tu étais à l'abri du besoin. Moi, je visais plus loin. En fait, je répète, je n'ai jamais voulu travailler dans un bureau. Et je crois que cela m'est venu par ma propre mère. Mon père était polygame. Vous voyez, mon père a rencontré ma mère dans les années 30 à Isha. Bon, enfin, dans les années 40 ou 40 à Isha. Ils se sont mariés au début des années 50. Ma mère était une commerçante. Très, très grande commerçante à cette époque. Leur groupe allait dans les villages bêtés et allait vendre le pain, l'arachide grillé et autres. Donc, ma maman, quand j'étais encore, j'avais, je crois, 6 ans, 7 ans, peut-être moins, parce que j'ai ça encore en tête. Ma maman me donnait souvent quelque chose à les vendre. C'était de la pâte d'arachide. Et cette pâte d'arachide, il n'y avait pas de moulin. Il n'y avait pas de moulin. Il y avait, je ne sais pas comment on appelle ça, des pierres. Il y avait des sortes de pierres et il fallait gratter. Il fallait gratter pour obtenir la pâte. La même chose, et pour le maïs aussi, pour faire le taux, il fallait aussi gratter. Bon, voilà. Donc, ça se faisait manuellement à la main. J'ai appris ça. Ma maman était commerçante. Et drépandosité qu'elle était, quand elle ne pouvait plus marcher des kilomètres, elle a commencé à vendre au marché, au petit marché d'ici. C'est les bonnes dames qui ont commencé ce qu'on appelle petit marché. Parce que le grand marché étant situé un peu loin, elles ont... Voilà. Il y avait un espace qui était prévu pour être la maison des jeunes. Et cet espace-là a été occupé par nos parents haïtiens, dont maman faisait partie. Donc, c'était ainsi est né le petit marché d'Issia. Donc, elle vendait des gombos frais, des gombos secs. Et moi, elle n'a pas eu de fille. Bon, donc, je l'aidais à découper, je l'aidais à faire. Donc, le plus souvent, elle me donnait de la pâte d'arachide vers 15 heures, entre 15 heures et 16 heures, dans une assiette. Et je crois que c'était 5 francs, 5 francs ou 10 francs, 10 francs. Non, 5 francs, 5 francs, je crois. 5 francs. Donc, elle pouvait mettre 10 à 15 boules, ça dépend. Et quand je sortais, j'avais la chance. Et je revenais tout de suite, 30 minutes, 1 heure de temps après, c'était fini avec cet argent. Et je le lui remettais. Ainsi, le goût du commerce est né en moi quand j'étais très jeune. Aussi, qu'est-ce que j'ai remarqué?
Les autres femmes de mon père qui allaient au champ, bon, n'avaient pas de cash. Quand il s'agissait de faire des popos, des machins, quand elles devaient, bon, il fallait qu'elles aillent voir mon père. Et c'est mon père qui leur donnait de l'argent. Et moi, maman était indépendante dans ce côté. Aussi, j'ai remarqué aussi, quand j'étais tout petit, maman m'achetait un petit miroir rond comme ça, que les jeunes petites filles avaient, pour que je puisse me mirer avant d'aller à l'école, quand j'ai commencé à aller à l'école. Donc, elle m'achetait aussi un pain et une broche. Un broche, je crois. Oui, bon, disons, pour me payer. Et mes demi-frères n'avaient pas la chance d'avoir ces petits trucs. Et ils devaient venir dans ma chambre, dans la chambre de ma mère le matin, bon, pour se peigner et puis prendre mon petit miroir. Bon, tout ça, ça jouait dans ma tête. Et je me disais, mais pourquoi je suis privilégié par rapport à eux? Et je trouvais ça injuste. D'où mon combat pour l'injustice, en fait. Je trouvais ça injuste. Je vous ai raconté ici, même chaque matin, je devais aller chauffer de riz, coucher et revenir, et ils n'avaient pas ça. Et j'étais révolté. Donc, mon envie de commerce, ou du moins ma vocation de commerce, du trading est née là. Et j'ai grandi avec ça. Et j'ai vu que dans la communauté, c'est chez ma mère que beaucoup de femmes venaient quand elles avaient des besoins d'argent rapides, prendre crédit et à payer après. Certains ne payaient pas, mais c'est maman qui faisait ça. Et plus tard, mon oncle, sur lequel j'ai grandi à Abidjan, a été élevé par mon père. Et lui, il a commencé le commerce, et lui et maman s'entendaient comme deux larrons. C'est chez maman qui prenait crédit et il repayait. Il vendait des sacs de café, il allait chercher ça à Filtissac sur la route d'Abobo, là. Donc, il venait vendre ça. Donc, voilà comment est née ma vocation d'être plus tard dans le business, d'être dans le commerce. Je ne le voyais pas, bon, j'avais pas d'autres... Mais aussi, quand nous partions au grand marché, les jours de marché, c'était le vendredi, nous allions voler les brodes, enfin, takayou, on appelait ça takayou, les vendeurs de brodes, les vendeurs d'habits anciens, là. Voilà, nous, bon, c'est comme ça, on s'habillait, on était des jeunes, on partait dans nos gros boubous, et c'est combien, et puis bon, on volait, chacun volait, bon, on volait tout juste une culotte, hein. On ne voulait pas des chemises, non, nous allions tout juste pour avoir une culotte, parce que le haut, c'était pas notre truc. Nous ne portions pas d'habits, de chemises, de tricots, non, on ne connaissait pas ça. Quand nos caleçons en jean là étaient déchirés complètement, on cherchait un vendredi et puis on partait et puis bon, voilà comment nous nous habillions. Mais moi, je voyais ces commerçants et ils m'inspiraient. Ensuite, les Libanais ont commencé aussi à m'inspirer. Donc, j'avais trouvé ma voie. Je partais à l'école, ça ne me plaisait pas. Mais je ne pouvais pas refuser. Parce que là, c'était grave. Je ne voulais pas aller au champ parce que là encore, c'était encore plus grave que tout. Ma maman a eu 2 enfants. Mon grand frère a refusé d'aller à l'école. Et il a été apprenti mécanicien. Il est allé chez mon oncle. Après, il est parti au dîner. Il a eu le permis, il est venu. Et puis, bon, il a été transporteur. Et lui supportait la famille, il était transporteur. Quand il est venu le temps de passer des concours, parce que nous autres, enfants de pauvres, modestes, pas pauvres mais modestes, nous étions destinés à cela. Nous ne devions pas dépasser le bac. En toute sincérité, dans la ville d'Issia, au temps où je vous parle, dans les années 70, jusqu'en 80, on n'était pas fait pour dépasser le bac. Oui, quand tu avais le brevet, tes parents disaient que c'était un peu trop, il fallait aller faire l'enseignement.
puisque le djoula, bon, je suis djoula, je l'ai dit, je suis musulman. Les musulmans djoula de notre temps aussi en ce moment, dire que tu veux être gendarme, alors là, non, tu peux même pas imaginer. Parce que nos parents pensaient que quand tu es gendarme, tu vas rentrer dans l'enfer. Puisque tu vas aller escroquer les gens, tu vas aller sur la route. Donc, tu rentrais directement dans l'enfer. Donc, la police nous était aussi interdite. La douane nous était aussi interdite. Donc, à part être, comment on appelle, militaire, tous les autres corps, nous étions interdits d'aller dans ces corps-là. Et nous ne savions pas aussi, parce qu'on en est haïtien, il faut comprendre, c'est très loin d'Abidjan. On n'avait pas d'informations. Nous ne savions pas aussi que tu peux être à la police et puis travailler au bureau. On ne le savait pas. Bon, on ne savait pas que tu pouvais travailler dans un autre ministère. Les seuls ministères que nous connaissions et qui étaient faits pour nous, c'était le seul ministère de l'Éducation nationale. Donc, il fallait être instituteur. Et là, progresser. C'était le TAP pour nous, être instituteur. Et les quelques-uns qui ont pu dépasser ce stade sont devenus rarement, et ça se compte d'ailleurs, je ne vais pas dire leur nom, mais ça se compte. Ils sont devenus professeurs de CG de lycée. Et dans ce groupe maintenant, dans notre groupe, sont sortis 4. Le plus grand frère, un Touré, il est allé en France, paix à son âme, il n'est plus de ce monde. Et ensuite, un autre grand frère à moi, enfin à nous, Zoom, qui a fait la licence. Et ensuite, le grand frère que j'admire beaucoup, et qui est aujourd'hui haut cadre, très haut cadre depuis 40 ans, qui est un modèle même pour moi, que, bon, nous n'apprécions pas totalement, mais que j'ai compris quand je suis venu aux États-Unis. Et j'ai compris la démarche. Et s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a été toujours ce qu'il a été. S'il n'avait pas été ce que nous le lui reprochons, s'il n'avait pas pris des décisions, s'il n'avait pas fait des garde-fous autour de lui, il serait passé à la trappe. À la trappe, bon, je ne sais pas comment on appelle. Pourquoi? Parce que 9 pauvres, et tu es le seul riche, tu risques de devenir pauvre. Et il l'a évité. Et en l'évitant, il a choqué. Et je le comprends aujourd'hui. Il avait raison. Il a eu entièrement raison. Donc il y a lui, et puis il y a un autre qui était dans la technique et qui a pris la mécanique des bateaux. Vraiment, ça c'était le high class, et qui est devenu marin. Donc voilà, dans notre groupe, les 2 seuls réellement de notre machin haïtien qui a pu faire quelque chose. Et moi, maintenant, on m'a demandé ce que je vais faire. Bon, je ne peux pas faire de la mécanique, je ne peux pas faire... Parce que j'étais drépanocyte et mon papa m'a soutenu dessus. Il m'a dit, fais un boulot qui te permettra de te soigner. Et moi, je voulais être libéral, faire un truc à mon niveau. Donc, j'ai essayé d'abord par être vendeur. Et qu'est-ce que je vendais? Tenez-vous tranquille. Je vendais des postes radio, des postes de télévision blanc-noir, des ventilateurs que je prenais à Djamé, chez un Libanais qui m'a beaucoup encouragé. Ce Libanais, ce monsieur. Il était jeune, il est venu du Liban, il était dans une boutique je crois, de son oncle.
Et il est venu, et quand il voyait, je venais acheter, il m'encourageait. Il m'encourageait beaucoup et il m'a même dit de tout faire. Après 2 ans, il allait m'aider à ce que j'installe mon propre truc haïtien. Il allait me fournir la marchandise. Mais quand moi j'ai commencé ça d'abord, je l'ai dit à mon père qui a accepté. Mais ma famille, mes frères à moi, mes autres frères, pour eux j'étais la honte. J'ai refusé d'être instituteur. J'ai refusé de passer tous les concours, même être, je sais pas, gendarme, policier et autres. Pour eux, j'ai tout refusé. Donc, j'étais au banc des accusés dans ma famille. J'ai été au banc des accusés. Donc, on m'a presque tout coupé. Entre-temps, maman est décédée, mon autre support. Et quand maman est décédée, mon père n'a pas les moyens. Donc, vraiment, j'ai subi beaucoup de choses. Si je préfère ne pas parler. Bon, au fur et à mesure, je vais en parler. Donc, je ne pouvais pas vendre mes marchandises moi-même. J'ai trouvé un Aoussa qu'on appelait Sédoudjan et qui vendait mes marchandises. Bon, moi, je pouvais lui donner quelque chose, toujours pour avoir 5 à 10 000 dessus. Donc, j'ai fait ça avec lui parce que moi-même, les vendre, c'était m'exposer encore à la risée, aux critiques, aux injures. Parce que il fallait être fonctionnaire. Parce que c'était mal vu. Et ceux qui échouaient, c'est eux qui faisaient ce genre de boulot. C'est pas, vous voyez ces mentalités? Alors que dans le temps, moi, je lisais beaucoup. J'avais été encouragé par un Sénégalais, je crois c'est le Sénégalais, et qui doit être l'un des plus grands éleveurs au Sénégal aujourd'hui, multimilliardaire. Mais lui, sa chance, son père était intellectuel. Il avait un haut poste. Et il a demandé à son père, il veut être éleveur, son père l'a aidé. Et quand j'ai vu son histoire, j'ai dit, ben tiens, avec les bénéfices que j'engrangeais, j'ai voulu reprendre la ferme que mon grand frère a créée. Et là encore, ça m'a causé tous les problèmes du monde. Mon frère de lait m'a rejeté à cause de ça. Aïcha, j'étais rejeté. Je vivais, je me cachais même pour vivre. Parce que je voulais être commerçant. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Un jour, j'étais à Abidjan, assis devant notre cour, les cours d'Abidjan, les cours communes, là, devant là, on avait nos chambres qui faisaient face à la rue. Et il y a un menuisier qui était à côté et qui fabriquait un engin que je ne connaissais pas. Et je l'ai approché parce qu'il fabriquait ça beaucoup et ça marchait. C'est là qu'il m'a dit que c'est les baby-foot. On appelle ça baby-foot. Les trucs de baby-foot. Bon, les Ivoiriens, les jeunes, ils comprennent ce que c'est. Bon, ces baby-foot-là, il fallait mettre 10 francs là-dedans et puis les enfants jouaient. Et ils fabriquaient ça à combien? À 40 000. J'ai fait fabriquer 2 à 80 000. Plus le transport haïtien, ça m'a coûté 100 000. Mes bébés sont arrivés. Bon, je suis arrivé avec mes bébés à Haïtia ce jour-là à 16 heures. Et j'ai été les installer dans notre cour. On avait deux cours. Il y avait la grande cour où tout le monde, on devait se trouver tous les soirs pour manger avec le vieux. Et on avait la cour des jeunes, nous les jeunes. Donc j'ai installé mes 2 bébés. Et de bouche à oreille, tous les enfants du quartier, des quartiers environnants, sont venus et ont commencé à jouer. Et c'était nouveau. Ils attendaient ça. Je ne sais pas comment ils l'ont su, mais ils ont joué et en 24 heures,
vers, je crois, 10 heures du matin, je suis venu, j'ai enlevé l'argent. Et les 10 francs, j'en avais en pagaille. Et j'ai compté. Dans l'autre bébé, si je ne me trompe, j'ai trouvé 3000 francs CFA. Et l'autre, j'ai trouvé presque 6000 francs. Non, doublé. L'autre était, ils aimaient ça beaucoup, c'était tu relevais un peu. Je crois que j'ai fait près de 6000 là-bas. Et je dis, ben tiens, j'étais encouragé. Oh, mais c'était sans compter encore avec mes frères. J'ai des petits frères qui sont allés voir mon grand frère à la gare. Ah, voilà, ton petit frère, voilà, il est vraiment vagabond. Il a amené un truc de vagabond encore. Je lui ai dit, tiens, qu'est-ce qu'il a amené? Il est venu voir les enfants. Je lui ai dit, mais toi là, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas passer des concours comme les autres. C'est ça que tu veux faire, c'est les baby-foot, les trucs de vagabond. Et il m'a giflé. Et ça m'a fait très mal. Puis, il allait dans la grande cour chercher une hache. La hache avec laquelle les femmes font leur fagot pour préparer. Et mon père l'a demandé qu'est-ce qu'il veut faire. Et mon père s'est mis derrière lui. Et les deux sont arrivés en même temps. Et mon père lui a dit, écoute, si tu soulèves et tu brises ce machin que je ne connais pas, ta voiture qui est arrêtée, je vais casser tous les vitres et tout de suite. Et il s'est retourné, il a vu mon père qui était arrêté à côté de sa voiture et il allait mettre ses menaces à exécution, ça l'a freiné. Et il a dit à mon père, c'est toi qui l'encourage au vagabondage, c'est toi qui l'encourage à être un voyou, c'est toi qui l'encourage. Il a dit ce qu'il avait à dire. Et il est parti. Et mon père est venu me dire, mon fils, je ne sais pas ce que c'est. Si c'est ton ambition, vas-y. Si c'est ce que tu veux faire, vas-y. Je te protège. Et j'ai coulé des larmes, j'ai pleuré toute la journée. Il est resté avec moi, il m'a consolé. Mais le problème était que mon père ne pouvait pas me suivre partout. Et j'avais envie de fabriquer d'autres baby-foot et que je voudrais mettre sur le marché. Il y avait 2 dans notre cour qui produisaient. Je voulais en mettre un à côté de chaque école, dans les petites boutiques de proximité. Et le propriétaire, on allait se partager 50-50, 50-50. Si ça fait 5 000, il prend 2500, je prends 2500. Ça a été mon idée. Bon, je me suis donné le courage et je suis allé, j'ai fait fabriquer 8 autres bébés que je suis venu mettre. Et maintenant, j'ai fait un calcul rapide. 1000 francs par bébé. 10 bébés, ça fait 10 000 par jour. 10 000 par jour, ça fait 300 000 dans le mois. Les instituteurs ne touchaient, c'est-à-dire 3 fois plus que ce qu'un instituteur touche. 2 fois plus que ce qu'un gendarme peut toucher. J'ai fait ce calcul. Et mes bébés ne pouvaient pas s'arrêter à 1000 par jour. Au moins 2000. Et ceux qui allaient les... Bon, j'avais fait mon calcul. Mais le mal était déjà fait. Mon grand frère n'a pas abandonné. Et chaque soir, j'étais humilié. Chaque soir, j'étais humilié. C'est ainsi que j'ai pris la décision finalement de quitter. Et où il fallait aller. Je voulais aller en Allemagne. Et j'ai un ami qui est ici aujourd'hui, qui m'a dit non, qui travaillait à Air Afrique. Il était agent d'Air Afrique. Il m'a dit non, Sam, tu ne vas pas aller en Allemagne, là-bas il n'y a rien. J'ai un ami qui vient d'arriver des États-Unis, qui allait faire ses vacances là-bas. C'est aux États-Unis qu'il faut partir. C'est l'Eldorado. C'est un nouveau coin où les gens vont aujourd'hui. C'est ainsi que
j'ai décidé de venir aux États-Unis. Et maintenant, la jeune fille que j'ai visionné l'interview, elle a ce courage, elle a à peu près mon parcours. Son papa étant décédé très jeune, elle avait 5 ans. Elle a travaillé, c'est-à-dire elle a vendu des oranges, des machins, et elle est allée s'inscrire elle-même jusqu'au CM2 à l'obtention du CEP. Et elle fait aujourd'hui le commerce. Je veux l'encourager, cette Aïcha Diamond. Ce que je veux dire aux jeunes aujourd'hui, n'attendez rien de vos gouvernements. Vos gouvernements attendent beaucoup de vous. Aujourd'hui, il faut créer des richesses. Il y a des richesses en Afrique. L'Afrique est sous-exploitée. Jeunes, je vous le dis, l'Afrique est sous-exploitée. C'est une mine d'or, une mine de diamants, l'Afrique. Pourquoi les Blancs ne veulent pas quitter chez nous? Pourquoi, prenons le cas de la Côte d'Ivoire? Le Liban est un pays pauvre, très pauvre. Mais le Liban ne survit que par l'argent que les Libanais qui sont en Afrique de l'Ouest envoient au Liban. Ils n'ont pas de produits intérieurs, ils n'ont rien. C'est nous qui faisons du Liban ce que le Liban est. Donc les jeunes, vous pouvez réussir en Afrique. Ne soyez pas sans idées. Exploitez vos idées. Cette jeune fille-là, elle a besoin d'être encadrée parce qu'elle a un langage un peu... Bon, elle a besoin d'être encadrée. Donc ce que je voulais faire aujourd'hui, quand Gbagbo sera président, après Gbagbo, Soro, Thiam, la jeune génération, les jeunes, ne comptez pas sur le gouvernement. Comptez sur vous-même. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être fonctionnaire, d'aller perdre votre temps entre deux bureaux. Vous n'avez pas besoin d'être sur les routes en train d'emmerder les pauvres paysans. Vous n'en avez pas besoin. Il y a trop de domaines, il y a trop de choses à faire. Et ce que je vais vous conseiller, nous, on n'a pas eu la chance d'avoir des conseils pareils, c'est de vous associer. Qu'est-ce qui a fait, ou qu'est-ce qui fait la force de la communauté juive? Les Juifs s'associent. Tout ce que vous voyez, ça appartient aux Juifs. Aux États-Unis, tout ce que vous voyez appartient aux Juifs. Harlem pour dire, comme on le dit chez nous, Harlem. Mais Harlem aurait pu appartenir aujourd'hui à 100%, pas 99%, à 100%, Harlem aurait pu nous appartenir aujourd'hui, nous les Noirs, Africains, Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest, Harlem aurait pu nous appartenir. Je suis arrivé en fin 88. Mais en 90, j'ai compris quoi? Harlem était vide de blacks américains. Et aucun blanc ne s'aventurait à partir de la 110, que c'est une limite. Ça sépare les blancs des noirs. La 110e Street, de Riverside Drive jusqu'à Eastside. Et Harlem était à l'abandon total. Pourquoi? La drogue avait fait des ravages quand nous on arrivait. Le crack, ce qu'ils appellent le crack, ça fait des ravages. Harlem était vide, toutes les maisons étaient brûlées, avaient été brûlées par les Noirs américains. Parce que l'intérieur de toutes les maisons ici, c'est des planchers. Et ces gens-là fumaient et puis après jetaient les mégots et bon, ça prenait feu. Toutes les maisons étaient brûlées quand nous sommes arrivés. Mais où je vais en venir, par manque de... Comment on peut appeler ça?
par manque de... il y avait des opportunités, mais nous n'étions pas ambitieux, voilà. Par manque d'ambition, par manque d'ambition, par manque d'ambition, par manque d'ambition, nous vous avons laissé. Harlem est redevenu aujourd'hui encore aux Juifs. Pourquoi et comment? Quand je suis arrivé, je me suis marié à une Américaine noire. Et elle m'a expliqué. Et elle m'a dit, on peut acheter une maison. Et j'ai été voir ma communauté. Le grand frère auquel je l'ai dit, il a fait 3 mois sans me parler. Et pourquoi? Parce que dans sa vision, il n'avait aucune ambition. Lui, il était venu chercher le prix d'un baka et retourner en Afrique, aller s'installer. C'était machin. Bon, c'était son esprit. Mais l'immense majorité de mes compatriotes, de mes amis, de mes frères, que ce soit du Mali, que ce soit de la Côte d'Ivoire, le Burkina fait un peu exception, la Guinée, le Togo, le Bénin, les Sénégalais, le Sénégal encore à l'extérieur. Nous étions venus pour chercher quelque chose et rentrer. Construire une petite cabane, rentrer. Et encore, je l'ai dit une fois ici, il y a beaucoup de mes amis en ce moment qui étaient venus, leur seule ambition en tant que jeunes musulmans expatriés, tout ce qu'eux demandaient au bon Dieu, c'est d'avoir, de pouvoir avoir l'argent pour envoyer leurs parents à la Mecque. Qui sa maman, qui son papa, qui les deux. Et lui-même, s'il finissait ça, si Dieu lui accordait ses moyens qu'il le faisait, donc lui, il était OK pour rentrer au pays. Donc voilà leur ambition. C'était très limité. Les ambitions étaient très, très, très limitées. Alors que, au moment que je vous parle, à Harlem, il y avait un bureau où il fallait partir et dire je veux tel building, puisque ça a été détruit l'intérieur en fait. Donc, ils vendaient ces buildings-là, on appelle ça les brown house. Brown house. Donc, les Américains vendaient ces brown house à $1 symbolique. Tu peux les acquérir pour $1 symbolique. Et on te remettait un papier. C'est au temps du maire, enfin quand je suis arrivé, ce maire-là est décédé maintenant. Il était gay, le maire, gay, enfin oui, j'oublie son nom. Et c'est après nous, il y a eu Giuliani. $1 symbolique. Et on te donnait un autre papier pour aller à la banque. Et la banque était dans l'obligation, selon un autre bureau, tu vas aller, les frais, combien ça va coûter, et puis on te remettait de l'argent à crédit à payer. Et tu pouvais restaurer cette maison, l'habiter ou la mettre en location. Nous avons eu cette possibilité. Et ils ont fait ça, pardon, j'oubliais, c'est Dinkins, le premier seul noir, le deuxième il a maintenant, le premier noir africain, noir américain, le premier noir américain, Dinkins, c'est lui qui avait fait ça pour que Harlem puisse rester au noir. Et il a même, les Noirs qui habitaient ces appartements aussi depuis un certain temps, il les a fixés, il a dit, des prix symboliques. Souvent 15 000 $, souvent 30 000 $, à s'acquitter, puis la maison vous revenez. Mais les Américains noirs ont refusé. Ils ont refusé de le faire. À Brooklyn, il y avait des parties de Brooklyn aussi, qui étaient au noir, et la même chose a été introduite là-bas.
Astet Airlines, c'était la même chose, la même politique. Sauf Queens où il n'y avait pas assez de Noirs. Et voilà comment Harlem nous a échappé. Harlem nous a échappé de cette manière-là. Vous ne trouvez pas ça stupide? Un dollar symbolique et on vous donne l'argent. La banque vous prête de l'argent pour restaurer. Mais notre lavage de cerveau était tel qu'on n'a pas pu nous jeter sur une occasion pareille en or. Et avant les années 2000, maintenant, nous avons vu encore les Juifs venir avec leur appareil photo, photographié, et ils ont tout racheté. Et aujourd'hui, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une femme américaine en ce moment. Et sa fille que j'ai aussi adoptée m'ont permis d'avoir l'appartement que j'ai aujourd'hui, un duplex, au centre d'Harlem, très bien placé, dont la valeur aujourd'hui peut me permettre de toutes les folies en Afrique. J'en avais 2. J'ai cédé un. Bon, ça m'appartient toujours, mais c'est avec un des enfants de ma défunte femme. Vous vous rendez compte? Donc les jeunes, investissez. Associez-vous. Investissez. C'est comme ça les Juifs ont fait. Ils ont tout pris. Souvent, on ne peut pas faire seul. Souvent, on a besoin d'être 2 ou 3, de s'encourager et de multiplier nos chances de réussir et de réussite. De réussir et de réussite. Ces chances-là, on les multiplie. Donc, ce que je veux dire par là, les jeunes, préparez-vous. Quand Alassane va partir, préparez-vous. Ces vieux clichés que nous avions, nous autres, enlevez ça dans vos têtes. Le Sénoufo doit arrêter de rêver que lui, il est né pour être militaire. Ça, c'était aux indépendances, le Sénoufo. À cause de qui? Thomas Dakin. Ouattara Thomas Dakin, le premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne à l'indépendance. Grâce à lui, tous les Célestins, les Sénéfos en grande majorité. Les Oguénéka sont cultivateurs, mais ils sont beaucoup aussi dans les achats des produits. On avait ça exclusivement aussi. Et dans le transport. Nous ne pensions pas qu'il y a d'autres domaines où on peut travailler. Il y a plein de domaines où on peut investir. Ce n'est pas que le transport. Ce n'est pas que le transport. Mes frères du Sud, mes frères BT, arrêtez de penser que vous êtes nés pour être fonctionnaire. Je n'ai rien contre les fonctionnaires, absolument rien. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont nés, aux États-Unis, on les appelle 9 to 5. 9 to 5, ça veut dire de 9h à 5h. C'est-à-dire il y a ces travailleurs-là. Eux, ils s'habillent bien, ils vont au bureau, ils font ce qu'ils ont à faire, et le soir, ils rentrent calmement, ils sont... Alors que quand tu es dans les affaires, il n'y a pas d'heure. Bon, il n'y a pas de retraite aussi. Ce n'est pas le gain, mais c'est... Bon, il faut avoir la vocation aussi. Quand on n'a pas la vocation, ce n'est pas la peine. La jeune fille dont je parle, elle a la vocation. Aïcha Diamond. Elle dit aujourd'hui qu'elle a une boutique. Je suis trop fier d'elle. J'aimerais sincèrement qu'elle m'appelle et qu'on échange. Yeah. Ma fille, d'autres disent, mais il faut que je parle. J'ai dit à ma fille, bon voilà ma vie. Elle connaît ma vie aujourd'hui.
Et elle, avant d'embrasser ce qu'elle fait aujourd'hui, elle m'a demandé la permission. Parce qu'il n'y a pas de noirs dans le domaine de ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc les Américains noirs aussi, chez eux, ils ont eu ce problème-là. Eux, il fallait être insulté, il fallait être professeur, il fallait être à la police, il fallait... Eux, ils ne savaient pas qu'il y a des domaines qu'ils peuvent intégrer. Et ma fille a intégré un domaine qui était exclusivement les Blancs qui étaient là. Ce n'est pas réservé à eux. Mais, puisque nos parents noirs pensaient qu'eux, ils sont exclus de ces domaines, ils n'y allaient pas. Ma fille est partie. Et mon fils, je l'encourage aujourd'hui à faire autre chose. Il y a beaucoup de jeunes filles que j'encourage à faire les affaires. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas une fin en soi. Pour la petite histoire, j'ai dit à ma fille, quand elle avait 15 ans, que j'aimerais qu'elle soit jeune fille jusqu'à l'âge de 21 ans. Et elle l'a fait. Mon fils aujourd'hui, je lui ai dit la même chose. Les enfants, il faut parler avec eux. Il faut les motiver, il faut les encourager. Il faut leur montrer qu'il n'y a pas de tabou. Il y a le respect, mais il n'y a pas de tabou. Donc, je pense que j'ai un peu dépassé les limites aujourd'hui. Et je dois faire une autre conférence pour compléter celle que je fais maintenant. Parce que ce que je veux réellement montrer aux jeunes générations, c'est de ne pas s'engloutir dans un schéma qu'ils n'ont pas vécu. Nous avons vécu dans des restrictions. Nous, notre vie, il y a beaucoup de choses, il y avait des restrictions. On ne le disait pas, mais il y avait des lignes rouges qu'il ne fallait pas dire. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas droit à l'erreur. Les jeunes garçons, jeunes filles, vous n'avez pas droit à l'erreur. Installez-vous à votre propre compte. Voyez votre environnement et créez quelque chose. Créez quelque chose. Les gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent créer des choses pour prendre, nous pouvons le faire. Aujourd'hui, quand je vais à Abidjan, je suis agréablement surpris de voir des brouettes, des jeunes ont les brouettes, mais ces brouettes-là, ça doit vous permettre de faire autre chose. Et c'est ce qu'on ne vous dit pas. Et là, c'est ce que je vais vous faire comprendre. Il faut commencer quelque chose quelque part, mais avoir de l'ambition. Dans 5 ans, est-ce que je dois être dans ça encore? Non. Si tu as des brouettes aujourd'hui pour transporter les marchandises des dames, dis-toi que dans 5 ans, tu dois pouvoir vendre des brouettes. Toi, tu dois être vendeur de brouettes. Il faut avoir cette ambition. Ou bien, je veux avoir ma quincaillerie. Ou bien, je veux faire ceci, je veux faire cela. C'est possible. Tout est possible. Voyez aujourd'hui ce que le jeune est en train de faire au Burkina. Tout est possible. Voyez ce que les jeunes font au Mali aujourd'hui. Quand vous allez à Roxy, il n'y a que les jeunes filles Djoula. J'aimerais aussi que ce soit les jeunes filles Bété, Baoulé, comment dirais-je, Tagbana, que nous soyons, que tout le monde, qu'il n'y ait pas de métiers réservés. Ce n'est pas réservé. Lancez-vous dedans. C'est possible, c'est ouvert pour tout le monde. Aussi, il y a un jeune docteur qui m'a écrit, je taire son nom, mais j'aimerais qu'il fasse ses preuves ici et qu'il rentre, aller créer une clinique. Il y a tellement de domaines qu'on peut travailler en Afrique, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Mais attendez là, c'est bon Dieu. Les jeunes, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Vous n'avez pas besoin. Vous pouvez être investisseur.
Je vous prends un domaine. J'ai des problèmes de Dieu aujourd'hui. Que 5 jeunes fonctionnaires s'associent et aller voir une clinique de la place. Bon, écoute, quel est le matériel qui vous manque, qui manque à votre personnel pour être performant? Je prends l'exemple maintenant des yeux et qu'on dise que nous n'avons pas les machines pour les yeux, machin. Mais mettez de l'argent ensemble, associez-vous. N'allez pas en France, ils n'ont pas de bons matériels. Venez ici. Venez acheter le matériel dernier cri. Allez fournir. Asseyez-vous avec la clinique. Combien? Faites les prix moins chers quand même. Ça va engranger. Dans 10 ans. Ne dites pas tout de suite là, il faut que dans 3 ans on rentre. Non. Il faut faire des choses pour vos générations aussi. Pour vos enfants. Voilà comment les gens ici, ils se projettent. Ils créent des choses. Mais eux, ils peuvent ne pas en profiter réellement. Mais leurs enfants, leurs petits-enfants, voilà, ça se perpétue. Je voudrais que les gens apprennent ça aussi. Ne pas dire, c'est moi qui l'ai créé, ça doit me profiter, obligatoirement. Et quand vous dites ça, bon, ça ne peut pas aller loin. C'est pas possible. Il faut avoir des visions aux hommes, comme les hommes d'État et les hommes d'affaires européens, américains, grecs ont eu. Je ne vais pas citer des noms ici, mais moi je connais des richards en Côte d'Ivoire. Quand ils ont disparu, mais leur richesse a disparu. Ils sont légions en Côte d'Ivoire. Ils sont légions en Afrique. Parce que les gens n'ont pas préparé leurs enfants à perpétuer. Ils se sont limités à eux. Et moi, ça me fait mal au cœur aujourd'hui. Ça me fait mal au cœur. C'est pourquoi je refuse de vendre, par exemple, ma maison qui est là. Ça me fait mal. J'apprends mes enfants à gérer de cette manière aujourd'hui. Et mes enfants, par extension, les enfants de l'AES sont mes enfants aujourd'hui. Les enfants ivoiriens sont mes enfants. Les jeunes, apprenez ça. À laisser quelque chose. Mais attends, vous pouvez vous associer, aller créer un grand champ de mangues qui se vendent comme de l'or dans certaines parties du globe. Mais vous pouvez... Attends, l'Afrique est vierge encore. L'Afrique est vierge. Nous n'avons rien à envier aux gens d'ici. Aujourd'hui, je ne parle pas des politiques parce que les politiques en Afrique, bon, une petite minorité, bon, nous-mêmes essayons. Bon, je crois qu'avec le président Gbagbo, on va faciliter ces choses-là. Ceux qui font les lois vont améliorer ce qui existe, je pense. Donc, je pense que nous devons être fiers de nous et nous devons comprendre que chacun à son niveau peut innover. Nous ne devons pas tout attendre de l'État. L'État attend beaucoup de nous. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Bon, si je l'ai dit, c'est totalement différent de mes combats de tous les jours. Mais ça fait partie parce que une fois que le régime va changer, il faut que les jeunes soient occupés. Il faut que tous ceux qui sont microbes aujourd'hui arrêtent d'être microbes et qu'ils fassent quelque chose. Il y a des emplois pour tout le monde. Il faut s'auto-employer.
dans tous les domaines. Il faut accepter de servir son pays. Et on peut servir son pays en créant. Et cette jeune fille, je l'encourage beaucoup. Et j'espère que quelqu'un va lui porter mon truc et puis qu'elle va me contacter. Elles sont nombreuses. Ils sont nombreux aussi les jeunes que j'ai essayé de motiver même ici. Et des jeunes que j'ai motivés en Afrique aussi, je ne vais pas dire des noms. Bon, je suis Sam Idriss Samake, motivateur. Donc, à très bientôt. Shalom.